Salut les Wargamers, c'est Evie de French Wargame Studio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Guillaume, alias Sarantai, l'actuel capitaine de l'équipe de France de Warhammer Age of Sigmar, puisque on a eu la chance au studio d'accueillir l'ensemble de l'équipe, que l'ensemble des joueurs à la base devaient juste se présenter, et qui sont quand même arrivés avec chacun des petits tricks liés à leur liste. Et moi de mon côté, je vais essayer de vous présenter c'est quoi Age of Sigmar à l'ETC, les différents types de scénarios, comment se font les pairings, un petit peu tout ce que vous pourrez retrouver plus tard sur la chaîne lors de l'événement. On se retrouve donc les Wargamers avec Sarantai pour parler de l'ETC. Déjà, l'ETC, ça veut dire European Team Championship. C'est ni plus ni moins que les championnats du monde du Wargame en équipe, puisqu'il va y avoir les main events avec Warhammer 40 000, 9e âge, Flame of War, et les side events avec Age of Sigmar. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Age of Sigmar ? Nous, du coup, c'est la deuxième année qu'on est side event à l'ETC, donc ça nous fait très plaisir parce que ça grossit. On est passé à 12 équipes, on était seulement 4 l'année dernière. Là, du coup, ça prend vraiment en ampleur. On a en plus l'avantage d'avoir les USA qui viennent, donc on a vraiment un autre metagame qui apparaît dans notre roster, et ça fait plaisir. On espère réellement pouvoir passer à 20 équipes l'année prochaine pour pouvoir enfin essayer de candidater pour être main event pour la prochaine fois, et franchement, ça débute pas trop mal. Cette année, l'ETC aura lieu du 7 au 11 août dans la ville de Novi Sad, en Serbie. Et au niveau d'Age of Sigmar, comment est-ce que ça se passe ? Du coup, nous, à l'ETC, en fait, ça va se passer en deux parties, la partie ESC et la partie ETC. L'ESC en 2 jours, l'ETC en 3 jours, avec 2 games par jour, une le matin, une le soir, regroupant donc nos 6 joueurs qu'on a sélectionnés en France via les qualifications dont vous avez pu faire partie sur la chaîne. Donc là, on a bien compris, on va dire, comment se scindaient les deux parties de l'ETC, la partie en solo et la partie en équipe. Là, on va se focaliser sur la partie en équipe, puisque la partie solo, c'est ni plus ni moins qu'un gros tournoi. Alors que la deuxième partie, c'est là où on va vraiment pouvoir définir quel est le pays champion du monde. Et une fois justement qu'en amont de l'événement, il y a les sélections qui sont faites et surtout en fait le tirage au sort qui va vous imposer contre quel pays vous allez tomber, comment est-ce que ça se passe sur Age of Sigmar ? Alors déjà, le tirage au sort a eu lieu. D'ailleurs, du coup, là, on tombe contre la Pologne. Donc on est déjà en train de préparer nos pairings, etc. Et en fait, c'est tout un gros travail parce que chaque ronde, en fait, on va avoir des scénarios différents. Donc en fait, le but a été d'utiliser les 18 scénarios, aussi bien les 6 scénarios du core book que les 12 scénarios du manuel du général. Et on a dû les remixer, bon en l'occurrence c'est moi qui l'ai fait pour cette ETC là, et en fait on a pu les mélanger de façon à obtenir à chaque fois des rondes de 3 scénarios qui seront tous les 3 joués, donc à chaque fois on va avoir 2 joueurs qui vont jouer chacun de ces scénarios là, et on les a répartis, donc ces 18 scénarios, sur les 6 rondes qu'on va faire. Et en fait le départage a été fait de façon à essayer d'être équitable, aussi bien sur des scénarios qui se commencent à 18 pas l'un de l'autre, parce que mine de rien ça met en avant certaines armées qui sont un petit peu plus offensives, donc là vous en retrouvez un parmi chaque ronde, et également tout ce qui va être scénario des héros ou scénario des type couteau dans le cœur, où ça va vraiment être de la bâche pure, où on en a réparti un sur chacune des rondes pour pas avoir à chaque fois ce côté scénario un peu différent de tout le reste. Là du coup vous avez un scénario différent dans chaque ronde. Alors, il faut savoir qu'au niveau des sorties, il vous est autorisé toutes les sorties de Game Workshop parues avant le 1er juin, et les rendus de liste étaient le 1er juillet. Mais ça veut déjà dire que le fait de savoir que toi, dans un roster de 6 joueurs, tu vas pouvoir placer au niveau du pairing, on verra comment est-ce que ça se fait, les meilleures listes sur les meilleurs scénarios, c'est déjà stratégiquement en amont un vrai travail pour le capitaine. C'est pas que moi, c'est pas que du capitana, on a vraiment une équipe qui partage et avec des bons joueurs où je pense que chacun peut s'écouter. Donc du coup on a vraiment fait un échange entre nous pour décider des 6 listes qui seront jouées, on a pris quelques paris, on en a gardé d'autres, ça s'est fait petit à petit, d'ailleurs vous allez pouvoir voir les listes avec chacun de nos joueurs. Donc maintenant en fait on sait comment est-ce qu'on va gagner à l'ETC, sous-entendu, on sait qu'à chaque round, pour battre un pays, on doit marquer plus de points qu'elle, et sur 6 tables, puisque 6 joueurs, on va avoir 3 scénarios différents, soit, comme tu l'as dit, 2 joueurs qui jouent le même scénario toutes les tables, mais ça veut aussi dire que c'est un petit peu dicter la façon de choisir un Battle Tom, et aussi de comment on a fait la liste. Surtout la liste, en fait, parce que les Battle Toms se sont un peu imposés, il y a certainement Battle Toms qui sont beaucoup plus forts à l'heure actuelle, mais effectivement, on a orienté certaines listes, en particulier sur celle de Pride, donc celle d'Author of Kane, où effectivement, il a fait le choix de partir sur une Morati, qui va beaucoup plus s'orienter sur les scénarios des héros, et en tout cas, enfin, maintenant là, quand on voit les listes adverses, on se dit que c'était vraiment un bon choix. Yes, puisque par exemple, Morati, en fait, est capable vraiment d'engluer, puisqu'elle ne peut perdre que 3 points de vie par tour. Surtout, elle va rester sur ce scénario-là pendant un bon moment, et elle fait vraiment une pine dans le pied pour l'adversaire qui pensait détruire tous les héros et pouvoir s'y implanter plus tard dans la partie. Donc réellement, c'est un gros plus. Ça va nous permettre de justement faire la transition avec le pairing, sous-entendu en fait, comment est-ce que tu vas mettre tel joueur contre tel joueur d'un autre pays. Là, tu as parlé du scénario de héros, en fait, d'une liste très forte dans ce type-là, mais donc toute la stratégie du capitaine qui fait le pairing, ou en tout cas de ses associés avec qui il fait le pairing, tout va se jouer là aussi. Effectivement, il faut faire très attention à quel
quelle liste envoyer sur quel scénario, mais aussi contre qui. Et c'est vrai que c'est une des questions qu'on nous a souvent posées, ou que ce soit en tournoi, ou même là pendant les lives. Donc du coup, là, on va vous proposer de voir un petit peu comment ça se passe pour de vrai. Chaque pays va pouvoir envoyer un défenseur, choisi par lui-même, donc surtout sur le premier scénario, ça va être quelque chose d'assez fort là-dessus, auquel va lui opposer le pays adverse 2 attaquants. C'est le pays défenseur qui va pouvoir choisir quel attaquant va être choisi. Donc du coup, on a enfin nos deux matchs pour ce premier scénario. Un défenseur de chaque côté, un attaquant de chaque côté. L'attaquant qui n'a pas été choisi retourne, on va dire, dans le pool possible de joueurs pour la deuxième séquence. Tout à fait. Ensuite, on va refaire exactement la même chose pour le scénario 2, sauf que cette fois-ci, on va garder les attaquants non sélectionnés sur la table, on va les conserver, et ils vont automatiquement affronter le défenseur qui est resté en main pour le dernier scénario. Donc en fait, finalement, ce deuxième scénario va impacter directement le troisième, donc c'est, je dirais presque ce moment-là qui est vraiment important, et où là, les listes ont été pensées pour pouvoir effectivement être très fortes pour les scénarios 1, mais aussi être très polyvalentes sur les scénarios 2 et 3. Ok, donc en fait, là, tu viens sur 3 scénarios d'attribuer tes 6 joueurs, mais à quel moment ils choisissent leur table, et est-ce qu'il y a des différences entre les tables? Alors le choix de table va se jouer en alternatif, c'est juste qu'on va jeter un dé la première fois pour savoir lequel des deux capitaines choisit en premier, et après ça va être lui qui choisit la première table, lui le second qui va choisir la deuxième, et ainsi de suite, comme à 40K. Par contre, on va avoir 6 tables différentes qui ont déjà été dessinées par les référis, et où on va essayer d'avoir globalement 6 tables identiques pour chacune des travées, pour tous les pays. Donc maintenant, on sait justement comment est-ce que tu vas pouvoir casser du polonais. Comment est-ce que ça se passe au sein de la ronde? Ça va se passer en 3h30, donc 30 minutes pour faire l'appareillement qu'on vient de vous montrer en fait, donc qui est quand même un petit jeu un petit peu compliqué, mais où des fois ça peut aller très vite, des fois ça peut aller beaucoup plus lentement, ça dépend des capitaines, ça s'est vu l'année dernière, et après ils vont avoir 3 heures de jeu chacun pour pouvoir déployer toute leur qualité de joueur, ce qui dans certaines listes peut être très long, parce qu'il y a suffisamment de quoi faire, pour d'autres ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc ça va dépendre de leur adversaire. Et une fois justement qu'on a passé ces 3 heures, donc chaque joueur va avoir un score qui est ramené sur 20 points avec une petite règle de 2-3, mais comment est-ce que ça marche au global? Alors au global, en fait, on a donc 120 points répartis sur les 6 joueurs qui sont attribués à l'équipe. On a fait un système avec les autres capitaines de capping où en fait, au maximum, une équipe va marquer 90, au minimum, elle va en marquer 30. Et en fait, on ne va pas avoir ce système de victoire ou défaite comme à 40K, on va vraiment garder ces points-là. C'est-à-dire que si on fait 70 à 50, ça va rester 70-50 points. Et même un petit point pourra peut-être faire la différence sur le plus tard, mais en tout cas, il n'y aura pas cette notion de défaite ou de victoire juste à quelques points près, qu'on a voulu essayer de garder à AOS en fait au final. Ok, ça nous permet de mieux comprendre comment est-ce que vont se dérouler les championnats du monde en équipe sur Warhammer Age of Sigmar. On va passer à la présentation des joueurs et avec leurs petites astuces. Ici, toi, ça fait combien de temps que tu fais du wargame et que tu es rentré dans Age of Sigmar? Alors moi du wargame c'est depuis le collège, donc ça doit faire 16 ou 17 ans, et Age of Sigmar j'ai pris un petit peu sur le tard, parce que la V1 me plaisait qu'à moitié, donc du coup j'y suis allé sur la fin de la V1, et voilà. D'accord, c'est quoi ton armée de cœur? Alors mon armée de cœur c'est vraiment Fire Slayer, parce que c'était celle avec laquelle j'ai vraiment débuté, où il y a beaucoup de tricks, enfin beaucoup de petites possibilités, et j'adore ça. Pouvoir avec une même liste aborder les adversaires de plusieurs façons différentes. Faut aussi noter que tu étais champion de l'ESC l'année dernière, tu étais le capitaine joueur. Cette année, tu as décidé de lâcher les dés et de rester capitaine, mais en étant coach. Est-ce que ça a créé une frustration et qu'est-ce que ça apporte à l'équipe? Alors de la frustration, pas du tout, parce que du coup j'ai pu apporter la plus-value que j'avais sur ma liste à moi, mais sur toutes les listes et tous les joueurs, et du coup ça aide vraiment toute l'équipe et pas juste moi. C'est quoi la plus-value? Ma plus-value réellement c'est une analyse plus poussée que aussi bien de notre liste, mais des listes adverses, donc on a pu travailler les listes tous ensemble, réellement pour pouvoir les optimiser aussi bien pour les scénarios que pour les orientations, mais aussi vraiment l'analyse des listes adverses, que ce soit les statistiques, que ce soit les stratégies éventuelles que l'adversaire va faire, tout ça ça a été noté, du coup tous mes joueurs ont accès à ça. Et justement aussi le fait d'être capitaine coach, ça apporte quoi en transverse? Alors du coup ça m'apporte une meilleure vision de jeu, comme ça je peux voir vraiment l'ambiance de toutes les tables, saisir la température réellement du jeu et pouvoir dire à un joueur en particulier ou même à toute l'équipe si réellement on a besoin de pousser plus fort, si là on est dans la merde et du coup il faut absolument qu'il tente son 20-0, même s'il n'y a que juste une charge à 12 qui peut le faire, écoute qu'il la tente, là où normalement dans une partie classique il ne l'aurait pas tenté parce que ça aurait été contre-productif. Là du coup je peux venir voir chaque table et leur dire réellement comment ils doivent se débrouiller. Il y a aussi un truc qui est vachement important, c'est que là on voit une petite étoile, t'es encore une fois en tenant titre de l'ESC de l'année dernière, capitaine de la première étoile qui s'était faite à l'ETC, t'as une légitimité de qualité de joueur au sein
de ton équipe. Et c'est aussi vachement important d'être capitaine coach avec cette casquette-là, puisque ça te permet de les challenger en fait à l'intérieur de leur partie. Et ça peut perturber certains joueurs, parce que certains joueurs vont vraiment être dans leur bulle et ainsi de suite. Toi, tu as la légitimité pour les pousser plus loin avec de la critique. Alors je dirais que ça dépend, parce que je vois par exemple certains de mes joueurs, eux, ont je pense une meilleure vision de leur armée à eux. Mais effectivement, c'est vrai que j'ai peut-être un peu plus de légitimité. J'ai fait l'effort de jouer quasiment chacune des listes qu'on a eu, qu'on va jouer là à l'ETC, de façon à me l'imprégner un peu et pouvoir donner au moins ma vision et avoir une meilleure discussion de liste avec chacun de mes joueurs. L'avantage aussi, c'est que si jamais il faut les remplacer, je peux les remplacer. Je les jouerai sûrement pas aussi bien qu'eux. Donc réellement, je pense que ça, c'est un plus. Maintenant, non, je pense sincèrement, l'ESC, ça a été un peu de la chance aussi. Faut pas se mentir. Par contre, l'ETC, c'était un travail d'équipe et j'ai la chance de pouvoir me reposer encore sur à peu près cette même équipe-là. Comme maintenant, l'ensemble des joueurs qui vont passer derrière toi, tu nous as préparé un petit trick. Alors, c'est vrai que moi, du coup, j'ai pas de figurine à vous montrer pour faire des choses ou quoi, vu que étant coach, normalement, comme tu l'as dit, je ne touche plus au dé. Par contre, moi, ce serait plus quelque chose, ce que vous pouvez apporter aussi bien en partie normale qu'en partie de tournoi, quelque chose d'aimable à l'adversaire, en fait. Pensez à apporter vos figurines peintes. Déjà, même si c'est 3 couleurs, même si vous peignez pas forcément bien, en vrai, déjà, c'est un plaisir de pouvoir affronter des figurines peintes. Et pourtant, je suis un tournoyeur chevronné qui jouerait la première liste qu'il peut à la date de la sortie, mais je fais l'effort de les peindre. Ensuite, venez avec une liste préparée, c'est-à-dire que propre, que vous amenez, c'est pas juste des figurines que vous avez et puis basta. Avec une liste bien préparée, bien donnée à votre adversaire sur le papier, ça lui permet, lui, de se visualiser un petit peu plus ce que vous avez et de pouvoir gérer sa partie. Tout comme vous aimeriez pouvoir gérer votre partie, lui, il a le droit de pouvoir gérer sa partie. Après, effectivement, en tournoi, je vous conseille vraiment, vraiment d'avoir lu les listes à l'avance, si possible, d'avoir envisagé les stats et les stratégies que vous avez. Là, vraiment, ça va vous booster les nombreux match-ups que vous allez avoir et préparer aussi votre liste, savoir réellement ce qu'elle est capable de faire, ce qu'elle est capable de passer ou pas. Et c'est ça qui va vous donner une vision de jeu plutôt défensive ou offensive en fonction des match-ups. Alors que certaines listes, des fois, on a l'impression qu'elle est tout le temps offensive. En vrai, des fois, il vaut mieux la jouer défensivement. Je trouve ça très intéressant ce que tu as dit, déjà parce qu'en fait, tu as touché à tous les aspects du hobby. En fait, le respect au global, qui passe par le fait, si on le peut, bien évidemment, d'arriver avec des figurines peintes, le fait de donner de la visibilité à son adversaire du « regarde ce que je vais jouer ». Regarde comment est-ce qu'on va jouer ensemble et ainsi de suite. Alors t'es pas obligé de lui expliquer tous les tricks, t'es pas obligé de faire un battle time review avec cet homme. Le fait est quand même que c'est une forme de respect et d'honnêteté de dire regarde, assieds-toi, moi voilà ce que je joue et je te le présente. Et en fait ne serait-ce que ça apporte de la convivialité puisqu'on passe déjà un bon moment en fait à expliquer ce qu'on va jouer. Et à la limite on peut même expliquer pourquoi on va le jouer, dépendamment en fait de la partie, soit si c'est amical, soit comme tu l'as dit, c'est en tournoi. Ensuite, un truc qu'on peut faire, mais c'est aussi, dépendamment de ses ambitions, c'est de tout calculer. Et ça, c'est vachement intéressant, puisque si jamais ça vous intéresse, en tout cas, de vous poser la question du comment est-ce que je peux progresser à Age of Sigmar, il faut savoir qu'on est sur des stats qui sont tout le temps lissées, puisque la valeur pour toucher est la même, et contrairement à Warhammer 40 000, la valeur pour blesser aussi. Et à la limite, vous avez juste à faire, finalement, 30 figurines ou 10 figurines de ce type-là, ça fait combien de blessures? Ça fait faire combien de sauvegardes à l'adversaire? Et en plus de ça, maintenant, on a, avec le manuel général 2019, en fait, des moyens de fiabilisation avec les relances des 1. Sous-entendu, avec un point de commandement, combien ça fait de blessures? Et sans point de commandement, combien est-ce que ça fait de blessures? Et ne serait-ce que ce genre de choses, ça va vous donner un aspect global du « Ah mais attends, ça, est-ce que c'était une bonne idée de le charger ou pas ?» Et c'est vrai que ça, c'est un excellent conseil. En fait, ça permet vraiment de visualiser comment va se dérouler votre partie à l'avance. Que si vous savez que cette unité-là, vous ne pouvez pas la prendre, il faut penser à d'autres moyens de la gérer. Il y a vraiment d'autres solutions, d'ailleurs, certains de mes joueurs vont vous le montrer. Il y a d'autres solutions pour gérer une unité chiante en face, mais il ne faut pas abandonner. C'est pas parce que dans les stats, elle est meilleure que vous ne pouvez pas le mind break là-dessus. Donc moi c'est Nicolas, Pride, 34 ans, et en équipe de France je suis le joueur d'Author of Khaine. Moi c'est Christophe, donc je suis Salcre, également ce que vous trouverez, et je suis le joueur Fire Slayer de l'équipe. Moi c'est Philippe, alias Sam, j'ai 31 ans et je joue Slaneige dans l'équipe. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jérémy,
dit FLNJ, dit le JAF, le joueur anonyme Fluff. Je suis le joueur Séraphon de l'équipe ETC. Mon pseudo c'est John Chano, mon vrai prénom c'est Michael et je suis un joueur Skaven. Je m'appelle Michael, mon surnom c'est Miladin et j'ai 24 ans. Alors, je suis entré dans le hobby il y a 20 ans, en rentrant dans un petit revendeur indépendant en Guin-les-Bains. J'ai commencé à jouer à Warhammer quand j'avais 12 ans, donc il y a 21 ans, en rentrant dans un game workshop comme ça, et j'ai commencé à jouer à Warhammer Battle. J'ai commencé le hobby quand j'avais 12 ans, mais j'ai très vite arrêté à cause du collège et tout, et j'ai repris en octobre 2017 en découvrant AOS à Warhammer Paris 15. Petit big up. Je suis dans le hobby depuis près de 20 ans. J'ai commencé Warhammer 40 000 avec des Eldar noirs. Je suis resté très longtemps dans le 40 000. Battle, re-40 000, re-Battle, Blood Bowl, tout, voilà. Mon armée de cœur, ce sont les orques, maintenant les Iron Jaws principalement. Mon armée de cœur, historiquement, c'est les elfes noirs, donc transition AOS sur Daughter of Cain. Mon armée de cœur était à l'époque les orques et gobelins, et maintenant à OS, donc c'est les Séraphons. Moi, c'est le chaos. Je crois que ça se voit maintenant. C'est le chaos. Je joue Nurgle, j'adore Nurgle. Quand j'avais 12 ans, j'étais sur du Seigneur des Anneaux, je jouais les Uruk-hai. Parce que la main blanche. Et puis là aujourd'hui, je suis un gros joueur de la mort, donc vive Nagash et vive Arcane. Je trouve ça très cool de pouvoir jouer mon armée de cœur au sein de l'équipe de France parce que ça me permet de jouer mes figurines que j'adore, de jouer un petit peu avec le fluff, on va dire, un petit peu en faisant mon Skaven. Au sein de l'équipe, j'aurais pu jouer une armée qui ne me plaisait pas, sans aucun souci. Il aurait fallu m'entraîner beaucoup. Déjà, Slanesh, c'était pas gagné, je devais partir en garde Phoenix. Que je joue depuis près d'un an, la fameuse équipe 120 que tout le monde connaît, tout le monde me déteste pour ça, mais voilà. Et j'ai joué Slanesh, il m'a donné laissé le choix, et j'ai pris Slanesh parce que l'armée est un peu plus tricky quand même que les gardes Phoenix. En allant jusqu'à qui ne me plaît pas, non, parce qu'en fait il faut quand même pouvoir, en termes de style de figurine, oui, en termes de style de jeu, non. Parce qu'en fait le problème c'est qu'il faut pouvoir voir la table et voir ce que tu peux faire avec ton armée, et si tu n'aimes pas un style de jeu, tu vas rechigner à voir les éléments que tu peux exploiter sur la partie. Oui, bien sûr. En vrai, j'ai joué Nurgle à la première édition de l'ETC. C'est une armée qui me plaisait pas forcément, mais je l'ai joué quand même parce que voilà, c'était une armée super forte qui bâchait, donc... C'est une fierté et un challenge. Une fierté parce que c'est la deuxième année et ça fait toujours plaisir de représenter son pays. Un challenge parce qu'on a gagné l'année dernière et que cette année on va essayer de faire au moins aussi bien, ce qui va être difficile. Alors je pense que la réponse a déjà été donnée, mais l'équipe de France c'est une fierté. Vraiment, je pensais pas, j'avais pas le niveau l'année dernière, donc on me l'a proposé, on m'a dit est-ce que tu veux, il y avait de la place, j'ai dit non, j'avais vraiment pas le niveau. On a commencé à OS, 3 mois après on a fait l'inter-région, voilà, je savais que j'avais pas le niveau pour ça, mais cette année je me suis dit allez, on tente les qualifs, j'y vais, pas pris, on verra, et au final voilà, j'ai été pris, et voilà, c'est cette fierté là du coup de se dire que le niveau de jeu est quand même assez présent, et d'aller représenter la France à l'étranger. C'est le véritable esprit en fait de cette équipe de France, c'est de tout tenter. D'essayer de se donner les moyens pour être tranquille, mais à partir du moment où il faut tout tenter, on est prêt et on va lancer les dés, quoi. Alors je trouve ça super de pouvoir jouer en équipe de France avec mon frère, parce que du coup, forcément ça attise un peu la compétition. On est là à se dire, voilà, qui va gagner quelle partie, t'en es à combien, moi j'en suis à 3, toi t'en es à 2, et bim, enfin... C'est génial, ça fait plaisir de jouer en famille, tout simplement. Après, l'équipe ETC, c'est aussi une petite famille. Je sais pas si c'est cool pour lui, par contre. Donc on est parti en Angleterre pour aller chercher une expérience avec des joueurs internationaux qui l'année dernière avaient fait les 6 nations. Pour certains qui s'étaient inscrits également sur le TC cette année, en plus des tournois qu'on fait en France, notamment avec l'IR et avec la Mega Bash, qui sont également des tournois en team, qui apportent également des points différents par rapport à quand on joue en solo, puisqu'une liste solo sera différente d'une liste en team, puisqu'une liste solo devra pouvoir gérer beaucoup d'armées en face, alors qu'une armée de team pourra être appareillée. La pression qu'il y a cette année en fait à l'ETC forcément est supérieure parce qu'on a le titre, donc il faut garder le titre, et il y a plus de pays, donc eux viennent pour la gagner. Et ça se voit au niveau des listes. Ils essayent de me mettre la pression mentalement, et des fois ils y arrivent. Faut dire que eux, ils ont l'habitude de faire des tournois comme l'interrégion et l'ETC. Moi, j'en ai fait qu'un seul, l'interrégion. Et du coup, ça va être mon premier ETC. Eux, ils ont vécu Battle, donc c'était un milieu, je pense, dans les tournois où il y avait beaucoup de pression. Ils savent comment me mettre la pression, savent comment m'induire en erreur, ce qui est cool parce qu'au moins, je préfère être induit en erreur sur les entraînements plutôt qu'à l'ETC, quoi. C'est un petit trick que j'ai eu en partie d'entraînement et je me suis rendu compte que je le jouais déjà avec mes gardes Phoenix. C'est tout ce qui est charge en colonne ou comment bloquer une unité ennemie pour que son peel-in ne vous fasse pas maximiser sur vos personnages. Là par exemple on a un régiment de 20 Sisters of Slaughter qui peuvent quand même taper très fort, qui peel-in à 6, qui voilà. Donc on se dit si j'envoie mes persos sur le flanc, ils vont quand même pouvoir se disperser et me frapper. Vous allez avoir Volturnos et les Eidolons
qui vont pouvoir charger et les Muren qui vont pouvoir y aller aussi. Et c'est les Muren la clé de voûte de votre armée. Ça peut être une autre unité, tanky, pas tanky, c'est pas grave, le tout, c'est juste leur présence. Je commence par la première figurine, qui va du coup arriver à un demi-pas. Les autres vont suivre, peu importe, le tout, c'est pas de maximiser avec cette unité-là, c'est juste d'amener de la présence ici. Vous allez avoir ensuite votre personnage, vous le faites charger, vous allez chercher un angle, vous faites pareil avec l'autre, vous allez chercher un angle. Ici, la maximisation de cette unité est de 6 pas. Pour l'exemple, on va me dire que c'est 3 pas, c'est plus facile. Vous allez pouvoir commencer ici à pile-in avec cette unité-là. Donc vous allez chercher de la présence ici et là-bas. Donc là, le pile-in des Muren est fait pour ramener vraiment beaucoup de présence ici. Je vais pouvoir taper avec. Ici, si jamais les sisters veulent pile-in, les figurines les plus proches ici sont ici. Donc elles ne pourront pas venir sur votre personnage. Elle peut-être, elle oui, mais il va falloir garder une cohésion. Elle va devoir rester par là et ensuite il va devoir vous maximiser ici. Parce que vous avez 3 figurines là, il va se passer à peu près la même chose ici. Il va falloir qu'il en garde un peu en arrière pour pile-in ici. Et au final, en tapant, il va vous tuer vos Muren, mais ça, c'est pas grave. Vos persos, par contre, eux, vont pouvoir faire énormément de morts juste après, parce qu'ils ont du coup peu de figurines et ils vont prendre peu d'attaques. Je n'ai pas préparé vraiment de tricks, parce que les miens, en fait, ils sont plus dans les livres que sur la table. Quand vous allez voir votre armée, vous allez devoir préparer votre déploiement, vous allez devoir préparer vos mouvements. Et là, en tant que joueur Fire Slayer, c'est d'autant plus important, s'il y en a qui jouent Fire Slayer, parce que vous avez beaucoup de bulles qui sont assez petites, qui sont à 12 pas. Et là-dedans, vous allez devoir rentrer votre pack pour qu'il ait soit les bonus d'armure, soit, dans le cadre de la loge qu'on joue, le bonus de double pile-in, ou de la Hamdar pour avoir -1 pour être touché. Donc en fonction de votre style de jeu, vous allez avoir une loge différente, mais vous allez avoir les mêmes contraintes. Et là, vous allez devoir être sur la table, constant calcul, parce que vous allez devoir vous dire, si là je sors pour pouvoir charger, est-ce que je ferai plus de dégâts avec le bonus de +1, ou sans le bonus de +1, mais en mettant 5-6 figurines de plus. Pareil, quand vous préparez à encaisser une charge sur un objectif, est-ce que vous préparez un cordon plus long pour protéger mieux vos persos derrière, ou est-ce que je prends le risque que ce personnage-là meure, mais en échange j'aurai -1 pour être touché quand vous êtes joueur défensif. Et tout ça, vous allez devoir vraiment les réfléchir avant de faire vos mouvements, parce que la plupart de vos buffs se calculent soit à la phase de héros, soit au début de la phase de mouvement pour la course et charge, soit au début de la phase de combat, pour le +1 en attaque ou également le double pile-in. Et c'est vraiment les mouvements qui vont être très importants parce qu'à votre phase de charge, vous allez devoir déjà prévoir ce que vous allez faire à votre phase de corps à corps. Avec d'autres armées, vous allez avoir des contraintes différentes, mais vous allez toujours revenir sur les mêmes choses, à savoir vous allez devoir préparer et anticiper vos mouvements. Il y en a un qui est quelque part par là qui le dit souvent, et il y en a un autre qui est derrière la caméra qui le dit souvent également. C'est un jeu de mouvement, et comme tout jeu de mouvement, si vous n'anticipez pas vos mouvements et vous n'anticipez pas les mouvements adverses, c'est vous qui allez être submergé. Et pour anticiper ça, il faut connaître très très bien vos caractéristiques et vos possibilités, et également les possibilités de l'adversaire. Attention, je faisais bien référence au jeu très compétitif. Avec vos potes dans votre garage, n'allez pas jusque là, vous allez vous embêter pour rien. Donc je vous ai préparé un petit trick de jeu pour vous montrer, car il y a de plus en plus de compétences qui se font en début de phase de combat. Donc je vais vous montrer comment on peut esquiver ça. Alors, petite mise en situation, nous avons ici Mescaven, donc une unité de moines de la peste, et en face nous avons des Morsarguard Idonettes. Donc c'est une unité très forte qui va mettre des blessures mortelles au début de phase de combat. Et nous voyons qu'ici, Ivy a fait une petite erreur de placement parce qu'il a mis un Eidolon à un peu plus de 3 pouces de son unité de Morsarguard. On part du postulat donc que je vais réussir ma charge avec mes moines de la peste en direction de l'Eidolon. Et je vais faire attention donc, en réussissant ma charge, à rester à plus de 3,1 pouces à peu près de l'unité de Morsarguard. Donc au début de la phase de combat, on voit que les Morsarguard sont à plus de 3 pouces de mon unité, ils ne pourront donc pas décharger leur lance. C'est donc à moi d'engager, je vais pouvoir retirer la réglette et engager en mettant une figurine à 2,9 ou moins de l'unité de Morsarguard. Je pourrai donc taper sur l'Eidolon, ce sera donc à lui de choisir une unité pour taper, il pourra choisir les Morsarguard vu qu'ils sont engagés, mais il ne pourra, vu que je me suis mis qu'avec une seule figurine ici, il ne pourra sûrement me taper qu'avec une seule figurine en engageant lui-même. Ce faisant, je prive l'unité de Morsarguard, qui a des bonus à la charge, de pouvoir elle-même charger au prochain tour. Les engagements à 6 pouces avec les Sisters of Slaughter, j'arrête pas d'en parler, je vais vous montrer une des applications notamment. Donc là on a un exemple classique avec un cardon de Witch qui a protégé les Sisters of Slaughter qui sont plus fragiles de la charge des Morsarguard, donc elles sont volontairement placées à plus de 3 pouces des Witch, ce qui fait que quelle que soit l'allonge des armes des Morsarguard, bon là en l'occurrence c'était que 2 pouces, mais imaginons que c'est un Keeper of Secret par exemple avec 3 pouces, il ne peut pas taper
sur les sisters. Ici, mon cordon étant espacé d'1 pouce, qui est la cohésion maximum entre deux figurines d'une même unité, et un socle de 25 mm étant plus petit qu'1 pouce, en fait, les sisters vont pouvoir, au niveau du pile-in, comme elles peuvent pile-in à 6 pouces et être engagées pour pile-in à 6 pouces, elles vont pouvoir venir s'intercaler entre les socles de Witch pour pouvoir taper après que les Morsards se seront activés et n'auront plus taper que sur les Witch. Voilà. Donc ça marche évidemment avec des unités qui peuvent simplement pile-in de 3 pouces, mais ça peut les exposer potentiellement à une frappe de l'unité qui a chargé si elle a suffisamment de range. L'avantage des sisters, c'est qu'avec leur pile-in de 6, elles sont sûres d'être hors de portée de l'attaque. Donc je vous ai préparé un petit trick. Tout à l'heure, donc Pride vous a montré la fourchette. Donc maintenant, je vais vous montrer la super fourchette. Donc la fourchette, ça donne ça. Super fourchette, ça donne ça. Donc nous avons ici une unité de Muren, donc l'ennemi. Moi, j'ai une unité de Hyperdactyl ici, une unité de Skinks ici. Les deux unités, les Hyperdactyl et les Skinks, ont chargé. On part du postulat, donc c'est à ma phase. J'active les Hyperdactyl en premier, qui tuent les Muren. Mon ennemi n'a plus rien activé, donc c'est à moi d'activer une unité. L'unité de Skinks a chargé, donc je vais pouvoir l'activer. Au lieu de faire un pin de 3, je vais faire un mouvement de 8, où ils doivent être à plus de 3 pouces de l'ennemi. Comme vous pouvez le voir, j'ai espacé les Hyperdactyl de 1 pouce entre eux. Les Skinks font moins d'1 pouce, donc c'est des socles de 25 mm. Ils peuvent donc passer entre. Ils vont donc passer devant les Hyperdactyl et pouvoir les protéger des deux menaces qu'il y a en face d'eux. Donc là, au lieu d'attaquer en fait avec une unité en plus, je passe devant l'unité et je la protège des autres menaces qui pourraient arriver ultérieurement. Le prochain tour, il va venir, il va tuer les Skinks, mais c'est pas grave, la vraie menace, c'est les Hyperdactyl. Le trick que je vais vous montrer repose sur un aspect du jeu qu'on ne regarde pas forcément, c'est le mot-clé. On ne regarde pas assez le mot-clé et c'est très important. On voit que les moines de la peste et les corruptors ont le mot-clé Nurgle, et de ce fait, ils sont éligibles à faire partie d'une armée Nurgle, et donc à bénéficier des aptitudes d'allégeance, comme l'arbre. Mais les mots-clés, du coup, permettent de débloquer certaines aptitudes, et c'est super important parce que c'est des choses auxquelles votre adversaire ne s'attendra pas. Alors du coup, on se retrouve avec un joueur idonette, en fait, qui s'est un peu trop avancé, sauf que là, j'ai 2 PC. Je vais utiliser un PC pour mon Glotkin, qui donne une attaque pour toutes les unités Nurgle à 14 pouces. Les unités Nurgle. Les Pestiliens sont des unités Nurgle. Ensuite, je vois que je suis à 18 pouces. Tout simplement, je vais utiliser mon PC en phase de mouvement pour les faire avancer de 6. Les moines de la peste ont plus 1 en course, donc ça veut dire que je vais courir de 7. 7 plus 6, ça va me faire 13 de mouvement. Je vais faire courir du coup mon Glotkin. Disons que j'ai fait 3. Il bouge de 8, donc plus 3, 11. Et là, c'est là que toute la subtilité du mot-clé Nurgle et donc de l'armée se joue. C'est que là, je suis bien à 7 pouces de l'arbre. Il ne me faut qu'une seule figurine à 7 pouces et pas Holy Within 7. Du coup, ça fait que l'unité qui a couru, du fait du mot-clé Nurgle, elle peut charger. J'ai une charge, normalement, à 5, c'est parfait. Sachant que j'ai plus 1 avec les moines de la peste en jet de charge, ça me fait une charge à 4. Disons que la charge à 4, elle passe. Normalement, ça passe dans 3/4 des cas. Je me retrouve avec des moines de la peste qui chargent dès le premier tour et qui, en plus de ça, ont plus une attaque du fait de leur charge, plus une attaque grâce au Glotkin, sachant que les moines de la peste ont déjà 2 attaques sur les lames et une attaque de bâton, ça fait très mal. Je peux vous dire tout de suite qu'en statistique, les Dolons ou alors les Muren sont déjà morts.